les États-Unis d'Amérique. Et alors que se tient le sommet en virtuel sur le climat aux États-Unis, à l'issue duquel des décisions importantes seront prises sur la lutte contre le réchauffement climatique, l'heure est également au questionnement. Quelle est l'origine de la COP et quelles seront les attentes pour les pays signataires à la prochaine conférence des parties COP26? Élément de réponse dans ce clin d'œil signé Marie-Pascale Moïsi. Conférence des parties est un sommet annuel qui réunit 197 pays pour discuter du changement climatique et des solutions à apporter pour y faire face. L'objectif des pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques vise à limiter l'impact de l'activité humaine sur le climat. Lors de la première conférence des parties en Allemagne en 1995, il était question de la mise en place des objectifs quantifiés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les grandes rencontres importantes sont la COP3 en 1997, avec la signature du protocole de Kyoto qui visait la réduction de 5% des émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012. Lors de la COP21 à Paris, des objectifs clés avaient été fixés. Réduire les gaz à effet de serre, stimuler la production d'énergie renouvelable, maintenir l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius, aider les pays pauvres face aux conséquences du changement climatique. La toute dernière COP25 à Madrid, en Espagne, s'est plus ou moins soldée par un échec. Alors, que doit-on attendre de la COP26 qui se tiendra du 1er au 12 novembre prochain à Glasgow, au Royaume-Uni? Ce phénomène de réchauffement climatique fait des ravages parmi les populations les plus vulnérables de la planète. C'est pourquoi le Royaume-Uni s'est engagé à hauteur de 11,6 milliards de livres pour le financement d'initiatives climatiques dans le monde entier. Les émissions mondiales de CO2 ont triplé entre 1970 et 2017 et la tendance ne semble pas s'inverser. L'heure est donc aux actions concrètes. Les dirigeants partout doivent agir. D'abord en assemblant une coalition mondiale pour atteindre zéro émission d'ici le milieu du siècle. Chaque pays, chaque région, chaque ville, chaque entreprise et chaque industrie. Les grands pollueurs sont déjà connus. La Chine, les États-Unis, la Russie, l'Inde et l'Union européenne. Ils doivent prendre leurs responsabilités face à l'urgence climatique. Ces mesures mettront l'Amérique sur la voie de l'élimination nette des émissions plus tard en 2050. Mais le fait est que l'Amérique représente moins de 15% des émissions mondiales. Aucune nation ne peut résoudre cette crise à elle seule, comme je sais que vous le comprenez tous parfaitement. Nous devons tous nous mobiliser, en particulier ceux d'entre nous qui représentent les plus grandes économies du monde. Les pays signataires devront tomber d'accord sur une aide financière aux pays en développement, notamment les pays africains, car avec 54 États, l'Afrique n'est responsable que de 4% des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Rien à voir avec ce qui précède. Dans le cadre du vaste programme de construction et de réhabilitation des écoles et voiries, l'Institut national pédagogique du Gabon connaît lui aussi une cure de jouvence, matérialisée par le réaménagement, entre autres, des salles de conférence et des bureaux. Le constat de Linda Ningon et Lewis Midiou. Vieille de 57 ans, l'Institut pédagogique national du Gabon a pour mission de concevoir les ouvrages scolaires et de les mettre au programme d'une année académique. Ces dernières années, cette institution semble fonctionner un peu au ralenti. L'IPN serait plutôt un plateau technique de la future Université des sciences de l'éducation. Donc, dans ce cadre, il y aura des actions de formation qui pourraient se dérouler ici à l'IPN. Et en dehors de ça, il y a des missions traditionnelles de l'IPN parce que nous avons plusieurs réformes curriculaires à mener, près de 7 réformes. Et donc, les réformes se passent parfois au même moment, il y a un chevauchement. Donc, il nous faut des salles de formation. Avec plus de 400 agents affectés aux pré-primaires, primaires et secondaires, ainsi que dans l'accompagnement pédagogique, le réaménagement de ces espaces autrefois en état de délabrement permettra à l'institution de renaître de ses cendres. Il y a 2 types de travaux qu'on réalise ici à l'Institut pédagogique national. Il y a des travaux menés par l'unité SPIS pour réhabiliter ou bien encore mettre en place 2 salles informatiques.
qui sont des salles de formation pour la formation continue des enseignants. Et il y a des travaux pour la réhabilitation complète de la structure. Concepteur de plusieurs ouvrages qui se vendent en librairie depuis 1964, l'institution a accueilli des grandes figures du milieu éducatif gabonais, à l'exemple de Frédéric Meyo-Bibon, qui est un historien émérite, auteur de l'ouvrage « Histoire et géographie du Gabon », enseigné jusqu'à ce jour dans les classes du cycle primaire. Redorer cette institution, c'est donner vie à une bibliothèque qui se meurt. On parle aussi de la relance des travaux du marché de Potos à Franceville. C'est dans le Haut-Ogooué. Nos équipes se sont donc rendues sur le terrain pour constater l'effectivité de ce chantier sur place. Commerçants et populations ont donné leur avis concernant cet espace commercial dont les travaux reprennent grâce à l'engagement du coordonnateur général des affaires présidentielles. Les travaux du marché moderne de Franceville ont repris après plusieurs mois d'arrêt de ce chantier. Situé dans le premier arrondissement de Franceville, le marché de Potos renaît de ses cendres après plusieurs incendies qui ont ravagé cet espace commercial par le passé. À un moment, on a vu le coordinateur, le président de la République qui est venu, qui a lancé le chantier. Bien merci, si ça termine les rendez-vous qu'ils ont donnés, c'est tant mieux pour nous les opérateurs économiques qui sont vivants ici. Depuis que M. Noureddine est venu, on constate que les travaux sont en train d'avancer. On souhaite que ça puisse plus avancer pour qu'on termine vite. On prie pour que les autorités administratives puissent accélérer les travaux. On termine, nous les commerçants, on rentre dans le marché. Construit sur une superficie de 12 000 m², l'édifice devra accueillir des box, des étals, un meilleur cadre environnemental pour les populations et les commerçants. Cet espace est également un outil en faveur de la réduction de la pauvreté chez les femmes. Nous, on veut que ça puisse finir, qu'on puisse rentrer dans le marché au lieu de le vendre en route comme ça. C'est pas bon, non, on préfère que ça finisse. Dans bientôt là, qu'on sera à l'aise, c'est qu'on cherche. Le marché de Potos s'est présenté comme le futur centre névralgique de l'activité économique de la province du Haut-Ogooué. Au terme des travaux, il fera partie des outils de la relance économique. Ce marché abritera plus de commerçants et créera de centaines d'emplois pour la jeunesse de cette partie du pays. Sous un tout autre pan, cette année, le classement mondial de la liberté de la presse établi par l'organisation internationale Reporters sans frontières dans 180 pays et territoires classe le Gabon à la 117e place, soit un bond de 4 points, contrairement à l'année 2020 d'Avila Oboula et Alexinia. 121e en 2020, 117e en 2021, sur un total de 180 États, le Gabon a connu une avancée non négligeable cette année en matière de liberté de la presse. Un classement qui le positionne en tête dans la sous-région d'Afrique centrale, selon la classification mondiale de la liberté de la presse établie par Reporters sans frontières. La liberté de la presse, c'est le socle de la démocratie. Lorsqu'on réussit la prouesse de gagner 4 places, cela signifie quelque part qu'il y a une relative embellie. Le mérite revient au pouvoir public qui ont quelque peu déverrouillé, mais également aux professionnels que nous sommes. Nous avons peut-être fait des progrès en ce qui concerne la couverture, le traitement et la diffusion de l'information. Cette prouesse de 4 points est imputable, selon le rapport de RSF, à l'octroi par le gouvernement gabonais d'une subvention à la presse repartie de manière équitable et à un dialogue plus ou moins ouvert entre autorités et professionnels du secteur. Mais la subvention est-elle vraiment un critère de notation de la liberté de la presse? Le soutien à la presse ne date pas de 2020. C'est un vieux projet qui a eu des hauts et des bas. Qu'à cela ne tienne, il n'y a pas beaucoup de pays qui sortent l'argent public pour soutenir la presse. C'est une bonne chose. À l'échelle continentale, c'est la Namibie, 24e au classement mondial, qui apparaît comme le meilleur garant des libertés de la presse en Afrique. Elle est suivie par le Cap-Vert, 27e mondial, et le Ghana, 30e. Au plan mondial, la première place revient pour la 5e année consécutive à la Norvège, suivie de la Finlande, 2e, et la Suède, 3e. Un atelier de formation dénommé Coaching au féminin s'est tenu durant 3 jours à Libreville, dans les locaux de JFD Gabon, sur les mécanismes de marketing digital. Les femmes ont été mises à l'honneur à l'initiative de la chaîne d'information en continu Gabon 24. Michel Téni et Alban Boumba étaient présents.
Elles viennent de divers horizons, mais ont en commun l'autonomie de la femme en vue de son affirmation dans la société. Chacune a une idée précise de son projet. On veut entreprendre, on veut proposer nos services, on veut proposer nos produits, mais on ne sait pas comment s'adresser à notre cible, à notre clientèle. D'autres l'ont même déjà concrétisé, mais il manque quelque chose. Peut-être cette pincée de sel qui donne le goût juste à une sauce. Ces femmes ont donc choisi de renforcer leurs capacités autour des thématiques telles que construire et déployer sa stratégie, savoir tirer profit des outils digitaux, parfaire son argumentaire commercial et construire son image de marque. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la stratégie de communication. Donc du coup, je me rends compte que je dois changer de stratégie. D'abord par rapport à moi-même, ça paye. Et aussi l'image de marque, changer vraiment ma manière de faire, ma manière de présenter mon produit. L'idée de cette formation est partie d'un réel besoin, surtout en cette période de Covid-19. On a mis l'accent sur des réseaux sociaux pertinents qui leur permettraient en fait d'accroître, on va dire, les connaissances et avoir des partenaires commerciaux, des bailleurs de fonds qui pourraient s'intéresser vraiment à leurs activités. On apprend tous les jours, c'est donc cette opportunité donnée à ces femmes par la chaîne d'information en continu Gabon 24 et d'autres partenaires tels que Blanc Cristal, ici dans les locaux de JFD Gabon. Et puis à jour J-1 du lancement de la campagne nationale de vaccination contre l'épidémie à coronavirus, le Gabon a franchi ce jeudi la barre des 6358 volontaires vaccinés après la mise en place de seulement 11 centres repartis dans 3 provinces sur les 9 que compte le pays. Le point avec Rona Charline Mouinkondé. Environ 6358 volontaires répondant aux critères d'éligibilité ont, à ce jour, reçu leur dose de vaccin Sinopharm. C'est ce qui ressort ce jeudi du point du programme de vaccination conduit par le Comité national de la vaccination contre la Covid-19, mis en place par le gouvernement Rose Christiane Osuka Rapunda. Avec plus de précision encore, les chiffres indiquent qu'ils sont à ce jour près de 6472 à avoir reçu une première dose de vaccin, tandis que 1342 en sont à leur seconde dose et jusqu'ici, aucun effet secondaire majeur sur les personnes déjà vaccinées n'a été observé ni rapporté. À jour J-1 du premier mois de la vaccination anti-Covid-19, l'observation de la situation en attendant une communication officielle est que la vaccination suit son cours et gagne en intensité. Sur les 11 centres de vaccination retenus dans 3 des 9 provinces que compte le Gabon, l'estuaire est la partie du pays qui vaccine le plus avec à ce jour près de 5 890 personnes. Le coronavirus circule toujours. Le nombre de cas quotidiens a connu ce jeudi une baisse spectaculaire avec au compteur 196 nouveaux cas positifs sur 10 671 tests réalisés, soit un taux de positivité de 1,8%. 92 personnes sont hospitalisées, dont 28 en réanimation pour détresse respiratoire. On note également 202 nouvelles guérisons et aucun nouveau décès. Et puis pour améliorer son fonctionnement, l'Office pharmaceutique national a fait sa mue en société d'État. Ce 22 avril, une réunion de travail a été organisée pour le changement du statut juridique sous la supervision du conseil d'administration du secrétariat général du ministère de la Santé. Les précisions de Marie-Pascale Moulissi et Jospin Bomba Dionga. C'est une table ronde à laquelle ont pris part les membres du conseil d'administration, le secrétaire général du ministère de la Santé, afin de poser les bases de la réorganisation de l'Office pharmaceutique national. Avec le nouveau statut, il peut avoir d'autres partenaires pour renforcer son capital et sa capacité d'intervention. La société d'État est composée d'un ensemble de partenaires publics aussi, de sociétés publiques. Ça va permettre à l'OPN d'avoir une marge d'action plus élevée. Pour commander le médicament, bien sûr. Améliorer le dispositif de commande de médicaments et les rendre disponibles pour les structures sanitaires publiques du pays, c'est tout l'enjeu de ce changement de statut. En ayant plus de partenaires qui vont participer au capital, ça va lui permettre d'accroître l'intervention de ces hôpitaux aussi sur le terrain. Parce qu'en vérité,
les moyens que l'OPN ancien avait étaient insuffisants. Gardons la même cible, c'est-à-dire les hôpitaux publics, mais il y aura aussi des structures privées que l'OPN pourra servir. Mais on compte beaucoup plus sur le fait qu'il y aura beaucoup plus de moyens financiers qui vont renforcer son action. L'Office pharmaceutique national, devenu société d'État, a pour principale mission l'approvisionnement en médicaments dans l'ensemble du territoire au Gabon. Le programme national de lutte contre le paludisme au Gabon a présenté mercredi son plan d'activité pour cette année. Ce dernier prendra effet dès le lendemain de la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée le 26 avril de chaque année. Et pour celle-ci, le thème retenu est « Zéro palu, tirer un trait sur le paludisme ». Retrouvons Rona Charline Mouenkonde et Jospin Bomba Dionga. Face à la presse et avec comme slogan « Des actes, des actes, des actes », les responsables de la mise en œuvre du programme national de lutte contre le paludisme ont présenté ce mercredi à Libreville leur plan d'activité qui démarre lundi pour le compte de 2021. Comme dans d'autres pays, la lutte contre le paludisme au Gabon a connu des difficultés majeures à cause notamment des restrictions sanitaires liées au coronavirus. Conscient du gap causé au cours de la première vague de coronavirus et en s'appuyant notamment sur la relance de la vaccination que ces derniers comptent dans un premier temps procéder à la distribution sur le plan national des moustiquaires imprégnés à longue durée d'efficacité aux femmes enceintes, première cible de leurs actions avant le déploiement de plusieurs autres activités. Et pour ce faire, les acteurs du programme en appellent à la coopération de la presse pour prendre une part active dans ce processus. En effet, à côté du coronavirus qui demeure pour le gouvernement une priorité, les acteurs poursuivent leur combat contre le paludisme dont l'objectif, rappelle la tenue de cette journée mondiale, est de faire de l'objectif zéro palu une réalité. Cette année, le programme se déploie autour de 11 activités majeures allant de la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'efficacité, de l'organisation de la traditionnelle réunion scientifique visant à présenter les avancées des recherches scientifiques réalisées notamment par les chercheurs de l'Université des sciences de la santé, de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, de l'Université Omar Bongo, des centres de recherche médicaux de Franceville et de Lambaréné, du Centre national de recherche scientifique et technologique, le tout accentué par la sensibilisation sur le terrain. Et cette actualité hors du continent africain en France, comme l'avait annoncé le président français Emmanuel Macron le 31 mars dernier, ce jeudi, lors de sa traditionnelle conférence de presse, le Premier ministre Jean Castex a annoncé les premières étapes du déconfinement. Écoutons-le. L'amélioration relative mais réelle de la situation sanitaire et les mesures renforcées de protection aux frontières nous permettent aujourd'hui de confirmer la reprise des enseignements scolaires la semaine prochaine, comme l'avait annoncé le président de la République. Dès ce lundi 26 avril, tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que leurs enseignants, regagneront leur classe. Nous assumons une fois encore ce choix. Mais nous devons en tirer aussi toutes les conséquences en l'accompagnant de conditions strictes permettant la reprise des cours lundi prochain dans un cadre sanitaire le plus protecteur possible. Le ministre de l'Éducation nationale les détaillera dans un instant. Ce cadre, vous le verrez, prévoit à la fois un protocole très strict et un renforcement massif des capacités de test à tous les niveaux, élémentaires, collèges et lycées, aussi bien pour les élèves que pour tous les personnels. Voilà qui met un terme à cette grande édition d'information de la soirée. Place à présent au rappel des titres. Journée mondiale de la Terre. Le monde est-il prêt pour une relance verte? L'Europe, la Chine et même les États-Unis semblent engagés vers une transition bas carbone. Mais un rapport du Haut Conseil pour le climat publié ce jour rappelle la fragilité des efforts climatiques. Le Gabon a entamé depuis plusieurs semaines la vaccination de plusieurs volontaires au Sinopharm. À ce jour, le pays compte 6358 personnes déjà vaccinées et aucun effet secondaire n'a été signalé jusque-là. Nous venons de le voir en France, le pic de la troisième vague de l'épidémie semble être de l'histoire ancienne. Jean Castex maintient l'objectif de réouverture des activités vers la mi-mai si la situation le permet. Le clin d'œil de ce soir était axé sur l'environnement, notamment la COP26 et les attentes y relatives.
C'est donc tout pour l'actualité du jour qui se poursuit d'ailleurs sur nos adresses qui s'affichent au bas de l'écran, mais également sur www.gabon24.ga. Bonne suite des programmes sur notre chaîne. Dans son volet social, le plan d'accélération